Thank you for the invitation, and we are really. Merci pour l'invitation, on est très heureux d'être là. Le cas qu'on va présenter est celui du micro-district résidentiel numéro 1 à Ulaanbaatar. Nous avons divisé la présentation en 4 parties principales. Donc je vais faire une introduction succincte. La Mongolie est en Asie centrale. C'est un pays sans côte, sans accès à la mer, avec deux pays voisins, la Russie et la Chine. On est un pays en partie socialiste, avec une population assez réduite, aux alentours de 3 millions, mais une population quand même, une terre assez grande, un pays assez grand. Historiquement, on était un peuple nomade. La ville ou l'implantation est relativement différente. Et Ulaanbaatar est la capitale qui est située sur la route historique entre la partie est de la Russie et la partie nord-est de la Chine. Et l'origine de Ulaanbaatar, c'était une ville de nomades qui s'est déplacée 29 fois avant d'être installée là où elle se trouve actuellement, en 1778. Et nous avons eu deux révolutions, transition principale. Après la révolution communiste en 1921, la ville d'Ulaanbaatar était nommée capitale et la population a atteint 1 million seulement en 2007, donc très récemment. Ce sont les cartes originales du XXe siècle. Les deux premières cartes montrent le genre d'urbanisation et d'expansion qui s'est faite jusqu'au milieu du XXe siècle. Et l'expansion a été assez organique. Mais depuis les années 50, la ville est devenue plus moderne et a grandi d'une façon planifiée. En termes d'architecture ou de structures construites, le tissu original ressemble à des logements plus traditionnels qu'on appelle des gueurs. Et historiquement, il y avait en plus des temples de religion, des bâtiments religieux. Et depuis les années 40 ou peut-être 30, le nombre de lotissements, un certain nombre de lotissements a été construit. Et ces histoires, en fait, sont en rapport avec l'Union soviétique, la politique de l'Union soviétique. Et aux alentours après la Deuxième Guerre mondiale, en Russie, il y avait des besoins urgents de fournir des logements en masse et ils ont introduit ces bâtiments à panneaux préfabriqués qui sont nommés les Khrouchtchevka, et les structures de ces gens étaient introduites également en Ulaanbaatar. Et vous pouvez voir sur la dernière photo, c'est ce qu'on appelle la deuxième génération de bâtiments à panneaux préfabriqués qui datent des années 70. Et durant cette deuxième moitié du XXe siècle, on a introduit les plans de masse urbaine, les 4
les plans directeurs. Et selon ces 4 plans directeurs, il devait y avoir 22, je pense, quartiers résidentiels. Mais en fait, il y en a 9 qui ont été construits en partie. Et vous pouvez voir sur cette carte, les points noirs sont des micro-districts construits, micro-quartiers. Et celui de gauche, ça c'est le micro-district numéro 1, qui est la zone que nous étudions ici. En ce qui concerne ce micro-quartier, ce projet de micro-quartier, c'est en rapport avec le développement du secteur de la construction et de l'aménagement en Mongolie. Et en 1962, la Mongolie est devenue membre de cette alliance d'assistance soviétique. Et en tant que membre de cette organisation, on a reçu beaucoup d'assistance économique, surtout pour l'industrialisation. Et selon ce genre d'assistance, programme d'assistance, il y avait 3 usines de construction principales dans les années 60. Et ça, c'était le principal, c'était les principales organisations responsables de cette construction de masse. Et voici le plan directeur d'origine. On l'appelle le sous-plan directeur de micro-quartier numéro 1. Et le quartier consiste en 6 unités de quartier. Et avant l'introduction de ce plan directeur, sous-plan directeur, c'était un terrain libre, un terrain ouvert, vide je pense. C'est des steppes au sud et des collines vers le nord. Et ce plan directeur a été produit par l'Institut de planification urbaine russe et également par les urbanistes professionnels locaux. Sur cette photo satellite, vous pouvez voir l'état du microdistrict numéro 1 en 2013. Et la taille et l'échelle de ces bâtiments donnent assez facilement à lire sa structure. Avec le temps, ces environs se sont considérablement densifiés. Au sud, vous avez cette grande avenue qui s'appelle Peace Avenue, qui est la colonne vertébrale de la ville d'Ulaanbaatar. Une gare de fret, un grand marché de matériaux, un marché qu'on appelle marché noir et un marché alimentaire. À l'ouest, de récents quartiers d'habitation qui sont sortis de terre au début des années 2000. Au nord, vous pouvez voir ces quartiers à la forme très, très particulière, que sont les quartiers de guerre qui ont commencé à apparaître dans les années 90 à cet endroit-là, bien qu'ils existaient auparavant dans d'autres lieux à Ulaanbaatar. Et à l'est se trouve, le grand hôpital de Ulaanbaatar et un autre microdistrict, le microdistrict numéro 10. Donc cette image donne à voir un peu les grandes morphologies qui constituent le tissu de Ulaanbaatar. Et sur ce plan, on peut voir que ce tissu ne s'est pas fabriqué d'une seule traite, mais a évolué grandement avec le temps et assez rapidement en l'espace de 30 ans. C'est-à-dire que le microdistrict est sorti de terre environ entre 85 et 86 en l'espace de 3 ans, à l'exception des dernières tours qui ont été construites dans les années 90.
Ensuite, apparaissent les marchés et le développement d'une architecture liée notamment à un secteur d'activité dit informel qui résulte de la chute de l'économie mongole et du régime politique. À partir de 1995 jusque dans les années 2000 se développe le quartier de guerre dont je parlais précédemment, le quartier de guerre de Nour, et on constate notamment la densification de ces architectures liées à cette économie. Mais on reste cependant dans une échelle assez modeste. Ensuite, à partir des années 2000 jusque dans les années 2015, ce processus de densification s'accélère et la taille des constructions, l'échelle des constructions atteint d'autres extrémités. Alors, pour vous présenter ce quartier, nous avons élaboré en fait 2 catégories d'études qui se réfèrent un peu aux typologies que nous avons pu observer sur place et qui se distinguent l'une de l'autre par des questions d'échelle, de processus de planification, de construction et par le modèle de société qu'elles incarnent. Mais il faut bien comprendre que dans le cas du micro-district numéro 1, ces 2 systèmes s'articulent pour faire la ville et les spécificités de ce quartier. Donc tout d'abord, ce que nous avons appelé le Art System, qui se réfère en fait au dispositif de planification urbaine extrêmement normalisé et quantifié de la planification de la période socialiste, et qui porte l'idée d'une société collectiviste. Donc, ce principe il s'élabore selon les principes d'unité fonctionnelle élémentaire, dont on a parlé ce matin avec le cas de Tashkent. Et on peut lire ici 3 sous-ensembles, 3 unités d'habitation qui forment ensuite le micro-district, l'entité du micro-district. Elles sont toutes élaborées selon le même schéma, c'est-à-dire que les barres d'habitation constituent une sorte d'enveloppe autour d'un espace intérieur entièrement piéton, équipé d'écoles, de crèches, de maisons de santé, de dispensaires et de tous les services nécessaires à la vie quotidienne. Et ce qu'il est très important de comprendre, c'est que chaque sous-unité et à l'échelle au-dessus, le micro-district lui-même, sont conçus comme des éléments autonomes qui ensuite s'assemblent les uns avec les autres pour fabriquer la ville socialiste. Pour mettre des mots simples sur ce Art System, pour nous, il se comporte un peu comme le squelette du micro-district numéro 1. La deuxième catégorie, nous l'avons appelée Soft System, Art System, Soft System, et c'est l'ensemble des dispositifs spatiaux et architecturaux qui découlent en fait des besoins et des usages d'une population et de l'adaptation d'un espace urbain et de l'architecture à un mode de vie qui, lui, part de l'échelle individuelle, familiale et collective. Donc cette production est assez protéiforme, elle se décline à travers différentes échelles, mais ces dispositifs reconfigurent en fait les espaces dessinés et planifiés du micro-district pour les adapter aux nouveaux usages apportés par le changement d'économie, le changement de société. C'est-à-dire qu'avec l'effondrement des services d'État, de la distribution de biens et de l'économie, on fait face à un exode rural, à une montée du chômage, et donc tout ce système économique est relayé par l'entrepreneuriat privé, qui, dans les années 90, est décrit comme secteur d'activité informelle et qui va notamment produire cette architecture qui adapte les ensembles du micro-district à ces nouvelles façons de vivre et de vivre en ville.
Donc, d'abord, ces nouvelles activités s'installent majoritairement aux abords du microdistrict, au carrefour, proche des centres commerciaux, des marchés, qui fabriquent en fait par leur juxtaposition des milieux propices à une certaine prolifération d'activités. Et ces formes d'architecture se déclinent sous différentes échelles. Ça peut être de simples extensions ou de modifications de façade en rez-de-chaussée jusqu'à des extensions allant jusqu'à 6, 8, 10 mètres qui accueillent en fait tous les commerces de première nécessité et de proximité nécessaires, enfin, qui ont relayé l'écroulement des grands services des grands centres, des magasins d'État qui étaient ce genre de bâtiments. Mais aussi, on constate l'alignement de baraquements le long des voies piétonnes. De nombreux kiosques ont fleuri dans l'espace urbain public. Mais pas seulement, ce soft system ne concerne pas seulement des formes construites d'architecture, mais aussi un usage plus fragile de ces espaces par le commerce de rue et l'utilisation de tout le mobilier urbain pour installer des petites échoppes le temps d'une journée de façon extrêmement temporaire mais permanente à la fois. Alors ces espaces sont imprégnés d'une grande vitalité mais il faut bien comprendre qu'ils sont circonscrits vraiment à l'extérieur du microdistrict, sur là où il est en contact avec l'espace de la rue, qui est passé d'un principe très fonctionnel de desserte à un espace d'activité, d'échange, et qui a permis en fait, qui a été permis par la création de ces extensions. On constate quelques occurrences à l'intérieur du microdistrict, mais le dispositif des bâtiments a préservé le caractère très résidentiel de l'intérieur du quartier, qui sont des espaces piétons destinés exclusivement à la population. On est face à un système de grandes cours équipées de jeux, d'équipements sportifs pour adultes, pour enfants, de kiosques. Ces cours sont des véritables lieux d'assemblée. Ce sont des lieux aussi de végétation et qui font l'objet d'une gestion à la fois publique et privée par deux organismes, le SOR, qui est l'équivalent de nos syndicats de copropriété, et le Joro, qui est l'administration de quartier, et qui ont organisé notamment des formes d'appropriation un peu sauvages et privées de ces espaces communs par les habitants, notamment à l'arrivée de l'accès à la propriété privée et l'arrivée de la voiture individuelle ont produit cette architecture que vous voyez ici, qui est une architecture de containers, et qui s'est répandue de façon extrêmement proliférante et dispersée à l'intérieur du microdistrict pour être ensuite réorganisée par les administrations pour préserver le bien public, le bien commun. Ces containers sont un peu comme des espaces de générosité qui viennent relayer en fait l'exiguïté des appartements et des modes et des habitations standardisées. C'est-à-dire que comme on a pu le dire précédemment, cette architecture est le résultat d'un procédé industriel que sont les panneaux préfabriqués et qui est produit à très grande échelle. Et ce procédé de construction est vraiment un couple industrie-chantier qui ne peut être productif qu'à partir de 10 000 logements produits. Donc dans le cas du microdistrict, on est sur un quartier de 80 hectares qui héberge
environ une population de 30 000 habitants. Et donc, on est bien en présence de cette architecture générique qu'on a pu observer sur tout le continent eurasiatique, à l'exception du fait que cette architecture est légèrement adaptée au territoire mongol, notamment pour les questions sismiques et pour des questions de sens du vent. C'est-à-dire que ces bâtiments forment une sorte d'enveloppe autour de chaque unité d'habitation, avec une face extérieure et sud qui est largement percée et agrémentée de loggias, et une face intérieure bien plus hermétique qui protège les appartements des vents froids. C'est sur ces bâtiments qu'on a la dernière occurrence de ce qu'on a appelé le soft system. Ici, vous pouvez voir en fait les dessins de cette standardisation de l'architecture qui sont ensuite largement transformés par leurs habitants de façon individuelle et usant de matériaux pas forcément de bonne qualité, mais qui possèdent une très grande diversité et qui entendent à produire cette différenciation nécessaire de l'habitat qui émane de cet art d'habiter qu'Ivan Illich a lui-même théorisé. Voilà pour ça. As for the hard system, en ce qui concerne le système dur, il y avait aussi un certain nombre de transformations, situations de transformation. Et la partie principale, c'est les nouveaux parasites ou les nouvelles constructions érigées autour de ce quartier. Engineering infrastructure availability and also this space availability. Parce qu'avec la disponibilité de la structure d'ingénierie et la disponibilité d'espace, et en plus l'accès à la propriété, des questions concernant l'accès à la propriété, on a construit de nouveaux bâtiments. Et comme vous pouvez voir à partir de ce plan, cette carte, la couleur montre ces nouveaux bâtiments qui sont en partie résidentiels et en partie multifonctionnels. Et les constructions rouges sont surtout des bâtiments commerciaux, mais aussi un peu résidentiels à cause de cette rue principale. Et voici l'image du quartier d'origine et de nouvelles constructions qui émergent. Et même dans un cas, ce chantier a été interrompu à cause de la manifestation, la contestation des résidents contre ces constructions, parce que les résidents sont en grande partie, en majorité, contre ce genre de construction, parce que ça fait venir plus de circulation et plus de mouvement, et en plus il y a le partage d'espace. Donc il y a un bon nombre de cas où les résidents se sont soulevés contre ces nouvelles constructions. Et sur la première photographie, vous pouvez voir ce chantier, ce terrain préparé pour une nouvelle construction, mais après cette contestation, ils ont interrompu le processus. Et voici la tendance plus récente. Au sud de ce quartier, il y a également de nouvelles constructions résidentielles. Et sont construites par des investisseurs privés, individuels. Et dans ce genre d'environnement résidentiel, il n'y a pas tellement de système général. C'est tout simplement construit à titre individuel
Et sur le marché supply libre, and demand system. dans le secteur privé, d'offre et de la demande. J'aimerais revenir sur l'exercice qui m'a permis d'étudier ce quartier c'est-à-dire que cette étude s'est faite à travers à travers une démarche de projet avec mon binôme Nicole Desbarry. Et partant de ces observations de terrain et de ces catégories hard and soft et de leur fine articulation qui fabrique la richesse d'usage et d'espace à l'intérieur du premier micro-district, et considérant l'évolution à venir du quartier, par exemple ces logements, ces grands immeubles qui rendent même le micro-district ridicule à côté, on a décidé de se positionner non pas à l'intérieur du quartier, mais plutôt sur ses limites, qui nous semblaient être les lieux les plus les plus à même d'être rapidement transformés. Et ici, vous pouvez voir donc une des limites sud du quartier, qui est donc ce territoire composite entre les deux unités d'habitation, le centre de service, au sud le marché, et la projection d'un futur métro qui ne devrait pas tarder à Ulaanbaatar. Et donc pour nous, fort de toutes ces observations, le moyen était d'articuler en fait l'existant avec le futur et différentes temporalités, et de protéger le fragile écosystème que représentent en fait ces pratiques habitantes et ces usages de l'espace commun. Pour ce faire, en fait, on est passé par la création d'un principe constructif modulaire, c'est-à-dire d'un assemblage de charpentes capable de se développer en 3 dimensions, dans l'idée de créer des liens, des surfaces disponibles, et par ces variations d'écartement, de pouvoir autoriser ou non certains usages. Donc ce projet, en tout cas sur la partie sud, visait à articuler le marché avec le futur métro, le pont commerçant et les immeubles via le toit d'un supermarché, tout en prodiguant donc ces espaces de disponibilité nécessaires à l'établissement de certaines pratiques d'intimité collective, autorisant la création d'extensions futures, et donc de continuer de permettre à ce soft system d'exister dans les transformations de la ville. Et surtout de fabriquer l'idée fondamentale qui sous-tendait en fait la création de cette espèce d'hybride entre architecture et infrastructure était de créer un milieu propice à tout ça. Ensuite, nous sommes intéressés à la limite nord, qui est justement cette zone de contact du micro-district avec un quartier de guerre à travers justement la région d'une barrière naturelle non pas naturelle, mais d'une barrière physique, qui est un grand canal collecteur d'eau pluviale qui sépare ces deux quartiers. Et là, encore une fois, un peu d'une façon différente, l'idée était d'accompagner les transformations futures et la grande vitalité d'un quartier d'Yourt avec le micro-district, et de prodiguer aux uns comme aux autres les qualités des uns et des autres sans altérer forcément les écosystèmes habitants de ces deux régions. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, et à chacun en particulier. Merci aussi à Olivier et à Marianita pour l'invitation. Aujourd'hui, je vais vite parce que 3 minutes. Je vous parlerai de ces quartiers qu'on commence à voir dans l'image. La ZEN, que ce n'est pas l'art de réparer les vélos, mais c'est l'acronyme d'une zone d'expansion nord, parce que c'était le nord de la ville. Donc, mon propos sera grosso modo en 3 parties. Je suis pour la première partie la fiche technique qu'on nous a demandé de préparer.
Donc, ce sera de quoi je vous parle. Et je ne vous parlerai pas si bien comme ont fait mes collègues qui ont précédé, qui sont des architectes, des urbanistes avec beaucoup de précision sur les planimétries et les choses. Ce sera beaucoup plus bricolé, pardonnez-moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est la question du bâti et le sens de ça. Et la deuxième partie, après, il y aura une sorte de cassure linéaire, comme la poutre qui se casse, comme nous disait notre grand témoin. Quelle est la transformation dans laquelle on peut penser dans la zen? À quelle échelle? Quelles sont les échelles de la transformation? Et de quelle manière apprendre cette transformation? C'est-à-dire apprendre le rapport à l'espace sans le réduire à l'usage, à la nécessité fonctionnelle, à la sémiosie textuelle, sans l'extraire et les projeter dans un ordre préalable. C'est la question que je me suis posée en tant qu'anthropologue quand j'ai rencontré et vécu dans ces quartiers. Et une des possibles interprétations, de possibles que ces cas-là nous aident à réfléchir, c'est que l'entre-deux-bar, dans le cas de Palermo, de la Zen, c'est à la fois en fonction du point de vue, j'anticipe, ou c'est l'attribut pour stigmatiser ces gens qui l'habitent, vous savez la notion de Goffman sur la stigmate, et ou c'est le médium de l'initiative, de la créativité personnelle. Donc, on y va. Donc, le quartier, c'est le nord de la ville, c'est ça la localisation. Donc, ça, c'est une High Bird View de Google Earth que j'avais pris en 2007. Après, ça a changé. C'est, excusez-moi, c'est ici le quartier. Non, on ne voit pas. Non, il disait d'utiliser Stéphane, mais n'image pas. Donc, vous voyez, ça c'est le quartier, cette plaque qu'on va s'approcher un peu plus. On va vite. Ça, c'est prise par récemment. Vous voyez, là aussi, c'est dans la zone de Palerme, dans le nord, il y a grosso modo 3 aires que je vais distinguer pour typologie habitative. C'est ce premier quartier qui correspond à très différents moments de construction sur 3 lois publiques différentes. C'est un projet de public housing, c'est un projet de délice populaire, continuellement. Et ça, ce sont les fameuses bars de Grégotti sur lesquelles je résisterai. Ça, c'est une chose nouvelle qui a été construite en 2000, à partir de 2010, un grand centre commercial de Auchan, français en plus. Donc, les complexes résidentiels étaient rédigés par 3 vagues successives qui correspondent à 3 typologies que je vous ai montrées sur un terrain agricole. La fiche demandait où ils ont construit les quartiers, sur un terrain agricole où il y avait de l'espace. Les vinculations, c'était de ne pas toucher les bourgs, parce qu'on pensait que dans le nord de Palerme, dans les premiers master plans, il y aurait eu un grand développement industriel. Et donc, étaient délimités par des bourgs ruraux qui restent encore bien visibles. Le master plan de la ville, achevé en 1962, avait identifié ces terres à partir d'une prévision de l'équation du probable développement industriel qu'il aurait dû se mettre en place dans les années à venir, aux alentours de la même ère. Bien sûr, jamais. Vous savez qu'en Sicile, c'est fameux parce qu'il n'y a pas d'industrie. Donc, dans le temps, c'est une sorte de tertiarisation sans industrialisation. Et que vous voyez, cette photo, c'est assez remarquable parce que vous voyez les premiers je dois lever. Je peux pas rester ici. Vous voyez ici les premiers vagues de construction sur des maisons très basses à 3 étages. Puis il y a les grands deuxièmes, la Z1, on appelle, ce sont des grands bars. Ce sont des grands bars à 10 étages, construits en partie. Et ici, ça, c'est sont les grands bars de Grégotti, les insules bâtis à partir de 1985 jusqu'à 2000. Et c'est cette partie qui est devenue la métonymie, la métaphore de tous les quartiers, qui est assez articulée. Donc, en réalité, on connecte 3 projets différents. Donc, le premier, comme je vous disais, une chose que j'ai découvert, c'était des 316 logements qui étaient restés vides jusqu'en 1968, terminés. Donc, ils sont restés vides pour 10 ans, mais une nuit, 300 personnes les ont occupés illégalement. Et ça, c'est l'histoire qui bouscule toute la question de la modernité à Palerme. Vous voyez, c'est ça. C'est cette partie du quartier. Ce sont des maisons très basses. Et
Et ça, c'est Google View, que je l'ai pris. Vous voyez, c'est une typologie assez paisible. La deuxième vague, c'est la Zen 1 qui présente, c'est la figure de l'expansion nord qui correspond les mains sur la ville à Rome, c'est-à-dire des bâtiments à 10 étages, très hauts. Ça, c'est une photo aussi remarquable parce qu'il n'y a pas encore la Zen 2 qu'on voit. Et c'est la Zen 1 qui est en train de se bâtir. Et enfin, c'est le grand projet de Gregotti, les bars de Gregotti avec l'unité typologique, l'insula. Insula en latin signifie îlot, isola. Et qui constitue fondamentalement, ça c'est les projets, les maquis que vous pouvez aussi télécharger de Internet. Donc c'est devenu une image commune, un patrimoine commun en Italie. Ce n'est pas rien de spécial, ce que je vous présente ici. Et sont des 3 fils de bars avec les services à différents des projets qu'on a vus jusqu'à maintenant. Les services étaient à côté. Ici, il y avait les écoles et les équipements sportifs. Ici, il y avait aussi des écoles et les activités industrielles. À l'intérieur, il y avait aussi des boutiques qui mettaient en connexion la Zen 1 avec la Zen 2. Et à l'intérieur de ces bars, de ces parallélépipédies, comme on dit en italien, il y avait des petits services crèches prévus comme ça, des proximités, on dit en français. Voilà les prospectus par rapport aux collines à côté. Waouh, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la maquette de la Zen qui est présentée au Guggenheim. Ça, c'est en 1994, présenté cette maquette comme expression du design italien, la fameuse exposition de Celan, Italian Metamorphosis. Eh bien, à ce moment-là, était déjà l'exemple de la périphérie dégradée italienne. Le moment que notre critique, qui encore Celan, était présenté la maquette. Et voilà ici, les prospectus sont 120 mètres par 50. À l'intérieur, il y a des cours. C'est la planimétrie des insules qui sont, il y a un côté surélevé qu'il faut monter. C'est une sorte, il appelle strada pedonale, mais c'est une sorte de cours interne. Voilà. Et grand problème, ça c'est les projets, mais vous savez qu'entre les projets et la réalisation, il y a beaucoup de changements. Donc ça a été changé 2 fois pour répondre à des changements. Un, les lois antisismiques de 75, et aussi il y a eu la sovrintendenza delle Belle Arti qui a posé des vinculations sur des maisons anciennes qui sont autour de la Zen 1. Donc ils ont dû changer les projets et les transformer, donc réduire aussi les numéros de personnes. Vous voyez, de 3 fils repassés à 4 fils des insules. Et ça, c'était les zones protégées. Ça, c'était un établissement industriel, Sicilia Cellofan, et aussi Fondo Trapani. Et donc, ils ont refait les projets en réduisant. Quelle est l'idée du projet? Très brièvement, c'est la ville murée, la ville compacte qui dialogue avec ce milieu naturel. Je cite sur Lotus International en 1975, Purini, Amoroso et Gregotti ont présenté le rationnel de ce projet et elle veut dialoguer avec la nature, pas comme la ville-jardin à l'intérieur, mais à l'extérieur. La grille, en plus, lecture successive, ils veulent représenter, veulent recréer la petite ruelle du centre de la ville, du centre historique, lieu des échanges face-to-face, de sociabilité, dans la cour, dans cette rue pétonnière très rapprochée. Et voilà, ça c'est la réalisation interne, ça c'est une des insules les mieux soignées, ça c'est un peu plus profond. Vous voyez aussi, il y a de la linge, mais nous en Italie on ne dit pas que c'est de l'appropriation, c'est normal chez nous. Donc, et ça m'a assez frappé que ce matin ils ont dit, voir de la linge c'est de l'appropriation, signifie qu'en France c'est pas possible de mettre de la linge au dehors. Tandis que ici, vous voyez, pas seulement qu'il y a l'appropriation, mais il y a aussi une personnalisation. Il y a les loges fermées,
fermé, serré. On va voir qu'est-ce qu'ils font les habitants ici. Et voilà aussi la onde des têtes des insules, qui aussi c'est un lieu très très beau en soi-même. Et c'est vrai qu'il reflète cette beauté. Ça, c'est une photo prise au moment de la construction. Ici, c'est déjà fait. Ça, c'est les insules. À l'intérieur de l'insule, de la barre, il y a une rue qu'on peut passer avec les voitures. Et ça, c'est les toits de la Zen 2. Vous voyez, loge fermée, serrée, avec différents matériaux. Par ailleurs, j'ai demandé à mes collègues architectes, il n'y a personne qui ait jamais fait une surveille de tous les changements qu'ils ont fait les résidents. Et c'est très intéressant de pouvoir faire. Peut-être, ou peut-être c'est inutile, parce que peut-être on découvre déjà sans faire le repérage quelle est l'essence. Et vous voyez la linge, là, sans le vouloir, je voulais présenter, j'avais mis cette photo. Et voilà, là c'est encore la Zen. On va vite. Bon, pourquoi je vous présente ça? Parce que ça vient, l'objet maintenant, c'est ce qui bouscule de toute cette histoire. Ces photos ne disent pas qu'est-ce que c'est les relations sociales qu'ils ont les résidents avec eux-mêmes et entre eux et avec la ville. Parce que cette idée, alors, l'implantation a été choisie pour créer des logements populaires pour la petite bourgeoisie urbaine. C'est pas pour les ouvriers. C'est Grégotti qui dit après qu'il voulait penser avec ces bars un quartier pour une société sans classe pour les paysans urbanisés et prolétarisés. Donc je vous dis que ça jamais arriva à Palerme. Et ce qui est caractéristique de cette relation avec cet espace, c'est que la plupart des gens, ils ont commencé à occuper illégalement tous ces bâtiments. Occuper illégalement signifie qu'on peut entrer en cassant les portes, mais bien avant que les maisons et les insules sont achevées. Et vous voyez, au cours des années, la région Sicile a dû régulariser cycliquement ceux qui occupaient illégalement les espaces. Et si on utilise le UN Habitat Criteria pour évaluer la Zen jusqu'au 2000-2002, ce serait un slam, que ce n'est pas vrai en soi-même. Mais ça pose des questions sur les critères avec lesquels Habitat classe les slams. Et on pourrait dire beaucoup de choses. Et là, c'est une... Donc, il y a beaucoup de projets d'intervention, de transformation, soit sur l'industrie de la rédemption de l'espace et des gens a beaucoup marché à la Zen, sans beaucoup des effets positifs. Mais ici, c'est une insule qui, au cours des années 2010, ont commencé à réhabiliter, parce que beaucoup de ces bars étaient détruites. Mais là aussi, ils ont commencé à occuper illégalement, tandis que la construction. Qu'est-ce que signifie? Que les gens entrent, moi j'étais présent, ils entrent dans les logements pas encore terminés. Bien sûr, c'est une occupation illégale branchée avec l'ordinateur et les clés USB avec Internet. Signifie s'installer, il n'y a pas de vitres. C'est comme ça qu'on a commencé. Une manière. Après, il s'est créé un marché informel. Donc, sur les portes, il y a les noms de famille. Parce qu'il faut savoir bien que les courriers arrivent quand même, quand on occupe illégalement. Ce n'est pas qu'ils n'arrivent pas les courriers. Et voilà, la police arrive pour les chasser. Là aussi, c'est une histoire qu'à Palerme, tout le temps, toutes les années, jusqu'à maintenant aussi, à Milan, il y a des occupations illégales. Donc, nous avons en face différents régimes de représentation de cet espace. Le régime projectuel, c'est qu'on disait ce matin, l'espace conçu, la maquette Guggenheim, qui exprime une rationalité avec ses critères. Il y a après la mise en construction, et c'est la représentation soit des résidents, de tous ceux, dans ces cas-là, agents sociaux, enseignants et journalistes et art directeurs qui reproduisent, qui représentent. Il faudrait beaucoup réfléchir sur les mots représenter. Et après, il y a la lecture savante de certaines, de ceux qui font les master plans de la ville en 2007, a été prouvé les nouveaux master plans. Je vais très vite. Ils disent la Zen, c'est la non-ville. On n'habite pas à la ville. On n'habite pas à la Zen. C'est le savoir érudit,
un certain savoir érudit qui regarde de l'extérieur les quartiers, sans entrer, comme on dit Merleau-Ponty, la pensée du sol. On reste sur la pensée du survol. Donc, je vous disais, tandis qu'on montrait la maquette, le même mois, sur le manifeste, un journal à diffusion nationale, il y avait cette nouvelle, Un piano pour la Zen, quartier oublié, dégradation urbaine, spéculation, criminalité, analphabétisme. C'est la Zen abandonnée pendant des années. Maintenant, la mairie a décidé d'intervenir avec un programme intensif de réhabilitation. Oui, parce que... Pardon, comment on va ici? Parce que à la Zen, ce n'est pas seulement les ciments. On disait quels sont les matériaux avec lesquels on construit un quartier. Ici, ce sont les mots et les images. On ne peut plus parler, on ne peut plus penser aujourd'hui de la ville, et surtout des quartiers et des maisons, sans penser quelle est la dimension imaginaire et dans l'audiovisuel que dans les mots. Parce que là aussi, une anecdote qui peut-être vous fait sourire, mais c'est très triste. Parce qu'il y a eu un réalisateur qui, pour faire un documentaire à la Zen, a demandé à des camions d'ordures et de seringues usées de distribuer ces éléments dans les rues pour rendre plus réaliste les dégradations du quartier. Et je vais très vite. Vous voyez, une des premières choses que dans les images, on voit jamais les internes des habitants, on voit toujours des ordures, des carcasses, vous voyez, et vous dites, mais pourquoi? Alors, quel est le sens de des ordures? Quel est le rapport des ordures avec un quartier, avec l'espace? Est-ce que ce sont vraiment des rudes, ce sont des sauvages? Non, on découvrira qu'on ne vient pas tous les jours à prendre dans ces quartiers pauvres. Dans les quartiers riches, on va tous les jours. Dans les quartiers pauvres, on ne va pas les services. Donc, ça serait intéressant de regarder l'ordure dans la ville, pas comme une question de waste management, mais comme une médiation de signification des rapports et de l'injustice spatiale. Vous voyez, Palerme, c'est une ville très, très sale, très sale. Il y a comme beaucoup de villes en Italie, on est pas très poli, on jette par terre. Et là, c'est à 500 mètres de la Seine, c'est une zone pavillonnaire, mansions, c'est-à-dire millionnaires de la ville, que c'est une autre manière de penser l'habitat, modello luxury, real estate, non? Et vous voyez, je ne reste pas. Il y a toujours des matelas cassés dans les rues. Ça, c'est une topoi de l'ordure urbaine. Et c'est intéressant de voir quelles sont les relations par rapport à ces objets. Bien, la représentation médiatique installe une séparation entre la ville normale, dans laquelle nous regardons, et la ville anormale. C'est-à-dire, les bars de Grégotte, il y a une frontière. Il y a une frontière dans la narration de tous. On parle même qu'il y a des hommes et des femmes de frontières, c'est-à-dire les enseignants, les travailleurs sociaux, les bénévoles, les sociaux de police, la ministre des cultes. D'un côté, il y a les résidents, avec sans parole, dans les médias, mis surposées sur leur corps dans les médias, pathologie sociale, chômage, sexualité sauvage, violence, promiscuité, incapacité de délier les pulsions, incapacité de planifier le futur, occupation illégale, commerce illicite. Donc, là, c'est construit le stigmate, que c'est une frontière, mais que ce n'est pas seulement une frontière. Le stigmate, c'est une expression violente, signifie, c'est une indication là, dans ces personnes, il y a une signification, donc, évite-la, ne pas la rencontrer. C'est une expression, ce n'est pas une stéréotypisation, le stigmate. Le stigmate, c'est un acte violent de refuser l'humanité en personne. Et dans ces cas-là, l'attribut, comme dit Goffman, sur lequel s'est construit le stéréotype, c'est l'espace bâti, la distance, le périphérique, la grille. C'est pour ça que quand on parle, qu'est-ce que les villes, les insule de Grégotti, aïe, il y a des courants ici. Vous voyez, un autre univers social divers parce que pervers. Il y a l'ordre, et donc tout le rapport à l'espace bâti est tendanciellement compris à partir de cette position. Et les grands débats académiques ont été surtout sur la qualité du projet de Grégotti, en oubliant que les gens avaient commencé déjà à habiter, à vivre dedans, et à les transformer. Donc, on dit que, bien sûr, ça peut-être c'est une particularité, toute ville a son propre zen, quartier populaire, mais l'intéressant n'est pas seulement que c'est un projet griffé,
comme je dis, qui étaient exposés au Guggenheim. La question, c'est que la stigmatisation n'est pas seulement territoriale à la ZEN, mais est construite à partir du rapport des gens à leur propre maison et à l'entre-deux-bars. Qu'est-ce qu'ils font dans les bars et entre les bars? Hors des barbares, maisons défoncées, détruites, une utilisation inadéquate de l'espace domestique, pas d'intimité. Ils disent on entend tout dans ces maisons. Mais on découvrira que les entreprises qui ont bâti les insules ont lucrato, ont exploité avec des matériaux de basse qualité, ils ont été beaucoup de faillites. C'est-à-dire c'est une histoire très complexe sur laquelle les gens sont... les résidents, ils sont stigmatisés parce qu'à travers le rapport à l'espace bâti, on construit une identité collective et on érige un clivage de classe. Espace construit est index et icône, métonymie et emblème de l'espace social. Donc, il faut il faut de la rédemption de l'un de l'autre ou de l'un par l'autre. Alors, quel est le rapport? Comment penser le rapport avec ces gens? Alors, si vous écoutez les récits des résidents d'occupation, eux, ils ramènent du cosmos, du cosmène, on avait entendu avant, là où il y avait du chaos. Parce que ce sont les premiers récits des premières occupations. Ils sont entrés dans des maisons détruites, abandonnées, qu'ils ont remis le carrelage, ils ont rebâti selon leur gré des parois. Ils ont mis les services hygiéniques qui n'étaient pas mis. Donc, ils mettent de l'ordre là où il y avait du désordre. Et en soi-même, c'est eux qui entretiennent les quartiers, parce que l'Istituto Autonomo Popolari n'a pas investi beaucoup, n'a pas d'argent pour soigner les maisons. Et donc, aussi, Vicky, qui est une... transsexuel qui a trouvé un lieu à vivre dans une ville qui n'a pas de place pour ce qui est différent. Là aussi, c'est intéressant de voir à niveau microsocial qui est-ce qui habite dans ces quartiers. Il a transformé son logement en s'inspirant à l'architecte de Barcelone. Comment s'appelle? Gaudi. Donc, voilà qu'est-ce qu'ils font. Là, c'est un changement, un cosmène. Il n'y avait pas de carrelage, c'est un petit détail, le paradoxe de détail, qu'ils ont fait pour mettre des fleurs. Ils ferment les espaces communs. Ils font des ateliers, des garages. Eux-mêmes aussi, ils ferment, ils font des... Là, on a vu qu'on peut se développer dans les hauts. Ici, ils construisent à l'intérieur des vides, des espaces condominiaux qui étaient communs. Donc, ils ont fait ou des garages ou au-dessus, ici, ils élargissent l'appartement parce qu'ils disent il est trop petit. Autrement, qu'est-ce qu'ils font? Ouvrent des fenêtres là où il n'y en avait pas. Ils font des loges où il n'y en avait pas. Ils mettent, par exemple, ici aussi des édicoles religieuses. 10 minutes, très vite. Vous voyez, là, ce sont les transformations qu'ils ont fait. Et là aussi, sont les internes. Là, j'ai demandé à un résident de prendre des photos, pas moi que je l'ai fait. Je n'ai pas le droit d'aller faire du voyeur. Et donc, je me suis demandé comment interpréter. Avant tout, beaucoup des experts en Italie des sciences de l'urbain, ils ne voient pas ces changements, ou sinon, s'ils les voient, ils les interprètent dans l'ordre de la illégalité. Ici, on a parlé de privatisation, que c'est déjà un passage en avant, mais là, c'est une trasgression, ils disent. Ou ils le réduisent en bricolage d'un scassato paesiello, c'est-à-dire bricolage d'un petit village banal. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe. Et ce type d'expérience, de deux mesures, on disait la science des limites. Pour moi, là, s'il y a d'autres quartiers, d'autres internes faits par les résidents,
je crois que ce type de limites, parce que ce sont des quartiers qui sont aux limites, mais sont aussi des espaces limites, dans le sens que sont des espaces révélateurs. Il y a un mot dans la Bible que je prends, ce sont des lieux apocalyptiques, c'est-à-dire apocalypsins, permet de faire ressurgir qu'est-ce qu'il arrive dans l'ordre qui régit la ville. Il n'arrive rien de nouveau par ce qui concerne ce que j'ai dit. Déjà, Bourdieu disait dans La misère du monde que ce qui se passe dans les quartiers, pour comprendre, il faut regarder ce qui se passe hors du quartier. Donc, bien sûr, dans la Zen, ce qui est questionné, c'est tous les systèmes urbains, c'est-à-dire comment les marchés fonciers, les marchés de l'immobilier et la transformation historique, les transformations historiques du welfare, les transformations historiques du marché du travail. Parce que les 70% de ces gens sont en chômage formellement, mais travaillent tous au noir et soutiennent la ville. Et donc, comment interpréter alors les changements et ces rapports avec l'espace qui est de transformation? Je pense que, ça c'est terminé, que mon interprétation, c'est que cette ouverture des fenêtres et des portes s'est occupée des vides avec dans les garages, en faisant ou des maisons, des services, tout ce que vous avez vu auparavant, prend sens, à une échelle qui n'est pas celui de la fonction. On est dans bien sûr, il y a différents niveaux. Je n'ai pas d'espace suffisamment. On est surtout les appartements qui sont au rez-de-chaussée du niveau de la cour sont très petits. Mais aussi, si on change l'échelle, donc la question du sens change aussi. C'est une manière que je lis aussi à travers l'ethnographie, des biographies de ces gens que je respecte beaucoup, c'est une manière de reconstruire la maîtrise sur une vie qui échappe, parce qu'on est dans une situation de constriction économique et symbolique. Et donc, les rapports avec les bâtis, les rapports dans un contexte dans lequel personne ne contrôle, parce que c'est possible, parce qu'il n'y a pas de contrôle, chacun habite. Il y a aussi les marchés informels, c'est pas qu'il y a des titres de propriété, mais pour lesquels, jusque quand je vis dans un appartement, c'est moi mon droit. Et si tu veux entrer, je te les vends, parce que j'ai mis des carrelages, j'ai mis des sanitaires, et donc il y a aussi ces marchés. C'est une manière de continuer à l'effort de maîtriser sa propre vie, dans un contexte qui démaîtrise complètement les gens qui habitent à la Zen, parce qu'ils sont stigmatisés. Si vous dites à un collègue d'embauche que vous habitez à la Zen, il suffit que vous dites que vous habitez à côté, à 100 mètres, qu'il vous embauche. Si vous dites à la Zen, on ne vous embauche pas. Aussi, beaucoup de... Pas complètement tous, mais beaucoup de jeunes filles qui ont un partenaire qui, quand ils commencent à se connaître, ils disent qu'ils n'habitent pas à la Zen, mais dans une rue à côté. Et là, arrive aussi la question artificielle, et ça peut être autrement de cette stigmatisation. Donc, dans ce sens que la démesure de la Zen met en épreuve notre manière de penser, d'interpréter ce rapport au bâti. Ce matin, j'ai entendu et j'ai appris beaucoup sur la manière de cartographier, de décrire les pratiques. Mais quel est le sens d'une pratique? Dès que je sais qu'une pratique d'usage, comment je l'utilise? Est-ce que c'est une interprétation? Mais comment? C'est une question sérieuse pour notre colloque, je pense. Comment interpréter et lire les sens qui n'est pas un sens souvent assumé et pas réfléchi de ces rapports à l'espace. C'est-à-dire, au-delà, c'est une question qui n'est pas seulement pour l'architecte, qui est, bien sûr, l'architecte veut savoir comment ces usages sont importants pour penser un projet possible. Mais moi, je me demande s'il y a la manière de faire parler de manière respectueuse, sans projeter, c'est-à-dire en reconnaissant, c'est ça, en reconnaissant dans cette transformation quelque chose d'originaire, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas reconductible ou à mon regard sur l'habité, ni à la fonction, ni à l'usage.
tandis qu'il est comme ça. C'est-à-dire reconnaître que ce n'est pas une question de déficit, mais qu'il y a quelque chose d'originaire qu'il faut saisir sans la prétention de pouvoir l'épuiser. Parce que, comme on disait ce matin, notre témoin, il y a la créativité, non? Oui, comment interpréter dans ces cas-là? Ce n'est pas seulement la créativité dans l'abstrait, ça c'est une créativité dans une hiérarchie sociale qui s'inscrit dans l'espace, dans la linéarité. Je vous allais très vite, on pourrait parler beaucoup des fois. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction de nos colloques parce que me permet toujours de réfléchir comment, dans les cas que nous avons vus, se pose de ma part une question qui est très similaire, sans réduire, et ça sera un problème qu'on ira à travailler, comment comparer tout ça quand on sait que les lieux en soi-même, c'est incomparable. Et ça, c'est un challenge. Et je trouve, aussi, je voulais terminer en reprenant les questions du début. Il y a différents niveaux, je pense, pour lire l'interprétation, pour interpréter ces changements de transformation. Et la première transformation dans la Zen, c'était l'occupation. Ils ont transformé, ils ont excédé toute prévision. Et a inscrit toute une histoire qui s'inscrit dans une histoire de ville, de collusion, de crimes organisés qui n'est pas la Zen, mais qui est hors de la Zen, avec toutes les commissions d'une ville qui vit de ces lieux. Merci. I will speak in English though. Je vais parler en anglais d'abord. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour ce colloque et pour avoir fait venir des chercheurs de partout dans le monde. Et puis, je continue cet après-midi avec une présentation sur le Zanzibar et en particulier sur le cas de Michinzani. Et avec ce cas, je veux mettre l'accent sur les attentes et aussi sur les réalités de la modernité. Donc, très rapidement, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est le projet lui-même qui s'appelle les trains de Michinzani, Trains of Michinzani, qui sont appelés ainsi à cause de la forme, et je vais revenir là-dessus très prochainement. Donc, d'où ça vient et aussi comment ça se fait le projet. Et puis faire un zoom et pour aller plus dans le détail dans la condition urbaine et l'histoire urbaine de la ville de Zanzibar, parce qu'il est très important de comprendre et d'intégrer dans le discours du projet moderniste lui-même. Et bien sûr, ce qu'on est là pour discuter dans ces 3 jours, c'est ce qui est arrivé, ce quel a été le devenir de ce projet moderniste par la suite, et que va devenir ce projet moderniste dans l'avenir, et ce qui se passe dans les motifs journaliers, dans le travail sur le terrain, dans les blocs eux-mêmes. Donc pour les gens qui ne connaissent pas vraiment la situation, on est en Afrique de l'Est et la ville de Zanzibar se trouve sur l'île de Zanzibar. Et la ville de Zanzibar est située sur la côte ouest. C'était où ce fut un endroit très important sur la route du commerce international entre l'Afrique et l'Europe. Donc ça a toujours été un mélange de cultures et d'origines différentes. Donc ce qu'on voit ici, c'est une situation plus en détail, d'un peu plus près. J'ai fait un zoom sur les 2 îles elles-mêmes, où on peut voir la situation de Michinzani dans la ville de Zanzibar, et puis un close-up sur la ville elle-même, où on peut voir très clairement la double figure dans la ville. D'abord Stone Town dans la partie ouest, qui est vraiment la côte elle-même, qui historiquement, c'est la ville de l'esclavage, du commerce de l'esclave, qui a été colonisée par beaucoup de pays différents, qui a toujours été un centre d'attention au fond. Et puis à droite, c'est le début, parce que bien sûr, il va suivre beaucoup plus à droite, c'est le début de ce qu'on appelait la ville africaine.
qui dans leur langue, c'est Mbango, qui veut dire l'autre côté. Ce qui part pour lui-même. Donc, vous pouvez voir les dalles de Micenzani qui sont situées ici. Donc, un peu sur l'arrière-fond du projet, des trains de Micenzani. Après la révélation de 1964, la ville de Zanzibar et toute l'île a gagné son indépendance après des années d'occupation étrangère et la République populaire de Zanzibar s'est créée et qui a eu son premier président. Et au début de sa présidence, a initié le projet de reformer Zanzibar comme une ville pas seulement moderne, mais aussi socialiste. Et en ce faisant, il était assisté par des consultants de l'Allemagne de l'Est. Et cette situation a donné lieu à un nouveau plan directeur, pas seulement pour Zanzibar, mais pour les deux îles, qui s'est fait en 1968. Le schéma total, c'était de faire 10 quartiers, dont 7 ont été achevés, et ils étaient éparpillés sur les îles. Et le but original était de fournir toute la population en logement moderne. Donc, comme j'ai dit, les plans directeurs précédents, coloniaux, étaient focalisés surtout sur Stone Town et à présent, c'était la ville Zanzibar qui était le focus en cette société et surtout sa partie droite. Et Karume, le nouveau président, avait indiqué Ngambo comme le centre de l'intervention, qui était situé à l'est d'une crique antérieure et qui est devenue la zone à laquelle la population africaine serait relogée. Donc le but, c'était de redévelopper l'implantation africaine, et ce n'était pas par hasard qu'on l'a nommé l'autre côté, the other side. Donc voici le plan qu'on voit pour toute la partie ouest de la ville, où on voit également à quoi ressemblait Ngambo avant l'intervention du plan directeur. Et ce qu'on voit également, c'est que, en plus de logement, il y avait aussi une grande partie d'infrastructures. Le territoire serait réorganisé par de grands boulevards qui seraient éparpillés à travers ce qui s'appelait avant Ngambo. Et à part cela, il y avait également des équipements, des services, comme les écoles, les stades, etc. etc. Le plan d'origine était beaucoup plus que ce qui s'est réalisé par la suite. En haut à gauche, ce que vous pouvez voir, c'était un grand programme de densification qui était censé avoir presque 7000 appartements en 2020, 229 bâtiments pour 3000 personnes. Et ce qui s'est réalisé en fin de compte pour les trains, c'était simplement 10 blocs alignés sur le grand carrefour qui étaient construits et qui font chacun une longueur de 200-300 mètres et une hauteur de 8 étages. La construction a commencé en 69 et avant 75, il y avait 5 définis et 7 d'achevés. Et on a attendu l'an 2010 pour finaliser. Donc ça devait être la couronne de la ville. C'est des bâtiments centrés sur Mango. Comme vous pouvez voir ici en bas, le chantier pour Micenzani, qui était massif, était exécuté exclusivement par des voisins africains, par des pays qui avaient déjà des plans directeurs. Et comme vous pouvez apprendre, les résidents sont très fiers d'avoir
d'avoir intervenu sur la construction de ce développement. Voici quelques exemples des modèles et des plans pour ces nouvelles villes. Et vous pouvez voir aussi en haut à gauche les travaux routiers qui traversent les implantations indigènes, et puis l'ASP, la partie politique. Le parti politique qui a son quartier général dans le nouveau quartier, qui ont fourni le stade, qui est assez important. Et voici des images de ces blocs eux-mêmes. Donc les blocs de Micenzani, comme vous pouvez voir, sont inspirés des Plattenbau en Allemagne de l'Est et aussi le logement collectif de l'Union soviétique. Donc il y a un caractère répétitif en grand contraste avec le quartier précédent. Ils travaillent tous sur le même module de base. Les typologies étaient vraiment des copies des existences, les modèles de l'Allemagne de l'Est consistent en des appartements de 2 ou 3 chambres. Voici une image, comme vous pouvez voir comment ces blocs ont vieilli à travers le temps. Vous pouvez voir les plantations qui ont poussé depuis. Vous pouvez voir même que les blocs les plus récents ont été achevés il y a 7-8 ans. Donc les plus anciens datent d'il y a 50 ans. Donc il y a de multiples générations qui habitent l'espace, et comme on a pu voir avec les histoires précédentes, ils ont eu l'occasion de les changer et de les adapter à leurs besoins et à leurs habitudes culturelles et leur mode de vie. Donc, je voudrais commencer avec un peu de théorie en citant Malone Boston. Modernist houses and settlements with their whitewashed walls created the idea of a pure form and hierarchy between the modern Donc ces implantations modernes ont créé dans leur forme et leur structure ont fait un mélange entre le moderne et l'ancien. Quand même, le modernisme a été depuis la période récente l'objet de plusieurs critiques. Donc la question est-ce que le modernisme, le haut modernisme a raté? Et je pense qu'à partir des témoignages, il y a beaucoup d'interprétations qu'on peut faire sur les succès et les déficiences du modernisme. Ce n'est pas uniquement le modernisme qui a raté, mais c'est peut-être aussi la façon dont la société s'est traitée de lui. Donc il faut voir comment les structures spatiales ont été et les expériences des habitants à travers le cycle de vie. Il faut les voir comme un cadre et essayer de comprendre comment ils peuvent subir des appropriations multiples. Donc la question n'est pas tellement si le projet est un succès ou est raté, mais essayer de comprendre comment les structures spatiales ont été et comment elles sont expérimentées. Donc ça, c'est Micenzani aujourd'hui. Donc, quelques images de la façon dont vivent les gens et aussi la proximité du tissu bas autour. Il y a une grande proximité, il n'y a pas de grande séparation entre les deux tissus. Et également, on peut voir comment les activités différentes se produisent à l'intérieur. Donc l'intérieur et l'extérieur. On a parlé beaucoup des logias qui sont fermés, que vous pouvez voir à gauche. Il y a aussi beaucoup d'occupations qui se font à l'intérieur des blocs. La chambre bleue que vous voyez à droite, par exemple, est une salle de classe temporaire, provisoire, qui est à l'intérieur d'un salon et qui est transformée tous les jours entre 11h et 14h.
parce que c'est le moment où viennent les étudiants. Et puis en bas à droite, dernière image, c'est une coiffure qui est introduite au 3e étage dans le bloc. Il faut savoir avant d'y aller. Donc voici un peu de contexte de ce qui se fait aujourd'hui. Donc l'avenir, le devenir de ce projet moderniste, c'est les réalités de la vie qui s'imposent, comme vous pouvez voir ici. Et en fait, il y a une sorte d'interlacement d'autres structures de la vie quotidienne qui s'introduisent. Donc il y a Donc, si on peut lire cet endroit comme la supervision d'une culture africaine sur un plan d'origine, donc on peut voir ça comme une inscription sur une inscription. Et puis un petit peu sur la dualité de la ville, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, Stone Town contre versus la ville africaine. Et bien que le plan directeur de 68 ait été très dramatique, Zanzibar continue à être marqué par des forces culturelles et vernaculaires. Donc la politisation du vernaculaire et son contraire a créé une sorte de va-et-vient intrigant à travers la crique et en retour. Donc, avec ces quelques schémas, ce que j'essaie de dire, c'est que l'accent à travers l'histoire a toujours fait un va-et-vient entre les deux. Et c'est pour une des raisons pour laquelle la Michenzani a été mise sur le site Mongambo après la Révolution et pourquoi elle fait partie de ce qui a toujours été le tissu africain. Donc c'est une sorte de configuration différente, donc une sorte de revernacularisation après. Donc je vous montre ici quelques diapositives historiques pour que vous compreniez cette évolution sur le site lui-même. Donc avec la crique naturelle dont vous voyez la présence très clairement ici, et un paysage très très différent à Stone Town et puis en Gambo. Et puis, pendant les années 20, est devenu sujet à un plan directeur de la part des Britanniques, qui était une des entités colonisantes à Zanzibar. Donc, ils ont introduit ils ont canalisé cette crique naturelle pour des raisons d'hygiène. Et en fait, ils ont voulu réordonner tout le site de Mongambo. Et depuis, il y a eu beaucoup d'interventions, mais celles qui sont les plus importantes sont montrées ici. Et ici, vous pouvez voir le plan directeur dont on parlait tout à l'heure, qui était sur une échelle beaucoup plus grande que celui des années 20, dans la tentative d'ordonner, de structurer, et ensuite pour devenir en fait le nouveau centre de la ville de Zanzibar. Et puis la situation comme on la voit aujourd'hui, avec des éléments différents du plan, à part Misanjani, par exemple, un hôtel et un stade, et puis une maison pour les vieux. Et puis l'évolution en section, où on voit très clairement comment le paysage a évolué et comment, en fait, Michenzani était, pour ainsi dire, hors d'échelle par rapport à ce qui était déjà là, et comment ça a initié, à partir des années 60, une évolution vers des bâtiments plus hauts et des plans à plus grande échelle et des interventions à travers l'île entière. Donc, si on fait un close-up, un zoom sur les unités, et puis on voit un tas de micro-histoires. Les motifs journaliers de Misanjani aujourd'hui sont ordonnés par toute une série de tendances. Donc après 45 ans d'habitation, il devient très intéressant de voir comment les habitants occupent ces blocs. Et c'est ce que
je fais depuis assez longtemps, ou pendant plusieurs ans, il y a quelques ans. Et puis j'ai distillé 45, j'ai mené 45 entretiens dans les blocs et puis dans les blocs plus bas en proximité pour essayer de comprendre d'abord ce qui se passe et puis ce que les gens veulent et ce qu'ils admirent. Si c'est dans la mesure du possible. Et puis on a entendu parler beaucoup aujourd'hui des adaptations et des transformations et ce que j'ai essayé de faire donc avec les études des cas. Et je vais en montrer aujourd'hui. C'est d'essayer de catégoriser, de classifier, mais d'une façon différente, en essayant de regarder, en essayant d'aller au-delà de cette interprétation double du changement de structure et d'habitude, mais je reviendrai là-dessus en une minute, mais en essayant de structurer selon des enjeux très spécifiques à Missions Années. Donc d'abord, après tous ces entretiens, un peu d'analyse d'échantillons pour essayer de comprendre les habitants de ces blocs, d'où ils viennent, combien d'eux sont originaires de l'endroit, combien d'eux proviennent de la zone de Michenzani ou de l'autre côté de l'île, et comment ont des parents, des liens de parenté avec les gens qui habitent autour dans le tissu urbain. Bien sûr, Zanzibar, comme j'ai dit, c'est un melting pot. Donc ce mélange est très intéressant et sa présence sur le site est également intéressant. Et comme vous pouvez voir ici à droite, vous pouvez voir les différentes unités, les unités à 2 ou 3 et 3 chambres. Et ça, c'est très important pour les familles. Et puis, pas seulement les blocs qui sont venus en 68 et maintenant, et de même les habitants qui habitent là depuis le début et qui ne sont jamais partis, et d'autres qui sont de nouveaux arrivés. Donc tout ça, c'est des représentants très factuels. Et puis, je vais passer aux interprétations que j'ai essayé d'assembler. Il y a 3 catégories dont je voudrais discuter. Il y a d'abord le bricolage, assemblage et puis collage. Ce sont les 3 catégories. Bricolage, c'est quelque chose, c'est en attendant la catastrophe, en attendant le désastre. C'est une façon de travailler avec et de maintenir, d'entretenir certaines qualités malgré les désastres qui risquent d'arriver ou qui arrivent. L'assemblage, on travaille avec une inadéquation. Donc, on va travailler avec les gens qui habitent l'unité. Il peut y avoir une inadéquation entre les habitants et les unités. Comment s'adaptent-ils? Est-ce qu'ils essaient d'adapter les unités ou de les diviser ou ils essaient de grouper les fonctions dans l'unité, etc., etc. Et puis le collage, ça fait référence en fait à l'architecture d'origine indigène. On a vu à côté des blocs de Michenzani. Comment font-ils pour réinterpréter les habitudes et les qualités architecturales dans les blocs et comment font-ils pour travailler avec des mélanges de figures? Donc ça, c'est les 3 grandes catégories que je vais explorer tout à l'heure. Si on parle de bricolage, pour commencer, un peu de contexte. Le terme bricolage vient de Lévi-Strauss qui l'a défini comme une approche ad hoc qui est rapporté au présent, en espace et en temps. Et l'univers du bricolage est fermé et les règles du jeu c'est de faire avec de ce qui est à la portée de main. Et c'est toujours la même chose avec un ensemble d'outils qui est toujours fini, en quantité finie. Donc, il voit le bricolage comme un langage mythique, tout à fait opposé à l'esprit organisé de l'ingénieur. Le bricolage à Michenzani est évident tout ce qui se trouve dans les blocs de Michenzani.
Et le bricolage aussi met l'accent sur le vieillissement et les aspects de dégradation. Et si on regarde de près, on voit des fissures qui apparaissent. Ce que j'essaie d'indiquer par ces dessins, c'est un mélange des conditions climatiques, un manque de ressources et aussi un manque d'expertise technique locale qui a initié une dégradation environnementale. Chaque habitant a sa propre réponse de bricolage. La déficience la plus voyante est un manque d'eau, surtout dans les étages plus hauts où la pression d'eau n'est pas suffisante. Donc il y a des petits tuyaux qui couvrent les façades des bâtiments. Il n'y a que sur certains jours que les bâtiments ont une provision en eau. Donc les gens stockent de l'eau dans de grands réservoirs sur le toit, dans les appartements, etc. En dehors des appartements, les réservoirs sont bien fermés par des boîtiers en béton. D'autres préfèrent acheter leur eau dans les marchés locaux en proximité. Et c'est ce que fait M. Untel, qui achète de l'eau chez les marchés du coin. Donc, à cause de son âge, il dépend de ses jeunes voisins pour faire venir les tonneaux dans son bâtiment. Donc ça, c'est un des habitants dont j'ai fait connaissance pendant mon travail de travail. Donc c'est ça, c'est sa situation de famille. Ils sont assez nombreux, que vous pouvez voir, dans un seul appartement, mais ils essaient quand même pour en faire une seule unité qui a changé beaucoup à travers le temps, parce que la famille s'est agrandie et ils sont de plus en plus nombreux, jusqu'au point où il y a quand même des chambres avec 4 habitants. Donc, ce gentilhomme m'a dit que c'est un grand problème pour lui de ne pas avoir de l'eau. Donc, si on passe à la prochaine catégorie, l'assemblage, quand on regarde l'habitation, on voit une inadéquation assez courante. Il y a une incompatibilité entre le modernisme et les styles, les modes de vie traditionnels. Les habitudes culturelles ne sont pas vraiment en adéquation avec le modèle allemand de la ville moderniste. Bien que la conception stricte des blocs ne permette pas un agrandissement ou un rétrécissement de l'unité d'habitation, les habitants essaient de faire ce qu'ils peuvent pour mettre en indication les conditions d'habitation avec leurs structures familiales. Donc vous pouvez voir ici, c'est un de ces blocs, une de ces barres. Tout ce qui s'y passe à l'intérieur est en fait tout sauf ce qui était l'intention des architectes d'origine. Donc les gens essaient de squatter avec jusqu'à 12 personnes dans un appartement de 2 chambres. Il y a d'autres qui modifient leur espace pour les rendre modulables en journée ou en cours de nuit. Donc il y a des activités différentes dans la journée, une coiffure, une salle de classe. Et parfois, il y a des gens qui commencent vraiment à transformer les chambres en introduisant des cloisons, ou ils commencent à modifier les chambres, les salles. Par exemple, j'ai vu une des cuisines qui est devenue une chambre à coucher parce qu'ils ne se servent pas d'une cuisine standardisée dans le style européen, mais ils se servent du balcon. Donc à l'intérieur de ce cadre, qui est un cadre en béton et bien rigide,
Il y a tellement de souplesse qui est identifiée par les habitants qu'en fait, on peut mettre en adéquation les conditions avec les besoins, les habitudes culturelles. Bon, un exemple. Donc, c'est Madame Turquia, une dame très sympathique, qui vit seule dans son unité, dans son logement, et en fait a déménagé dans un autre quartier, mais elle a aimé tellement Mychenzani au point où elle a gardé seulement son appartement comme un commerce. Elle a un appartement de rez-de-chaussée qu'elle a agrandi pour faire un espace collectif. Elle a un salon de massage et de coiffure. Donc elle se sert de son appartement en vivant assez loin, en fait. Et elle fait le va-et-vient tous les jours entre son commerce et son lieu d'habitation. Avant qu'elle habitait là, elle était très heureuse, mais elle voulait agrandir sa famille, donc elle a trouvé les conditions pour garder. Elle a trouvé que c'était trop dur à faire son commerce et sa famille au même endroit. Ça donne des cas. Et puis je passe au collage maintenant, la notion du collage, qui est également un terme qui se rapporte un peu à la ville collage. C'est une méthode pour contrer l'uniformité du modernisme. C'est une référence dialectique entre passé et futur, entre le contenu iconographique et la condition temporelle et spéciale. Le collage est une alternative à l'approche tabula rasa du modernisme. Et Mychenzani, c'est un collage qui se fait post facto et en réaction à l'architecture moderniste. La tradition est réintroduite dans les blocs à travers des collages de la culture traditionnelle et ancienne pour créer une typologie moderne et nouvelle. Comme vous pouvez voir dans le diagramme, dans le schéma, vous pouvez voir cette architecture de mélange est construite, est habitée. On peut trouver tous ces éléments à l'intérieur de ces barres. Donc, si on regarde l'architecture de composition, c'est le mélange de l'architecture étrangère avec des idées culturelles. Donc l'espace est revisité pour récupérer les compositions mélangées. Donc ce qu'on voit ici, c'est quand une famille étendue traverse plusieurs unités différentes dans un ou plusieurs blocs. On peut voir ça comme une réinterprétation de l'espace du cours intérieur de la tradition locale. Donc, ça a besoin, ces idées modernes doivent être remplacées et les gens sont servis des caractéristiques des multiples étages des blocs. Donc cette famille, en fait, la famille étendue, est propriétaire de plusieurs unités dans une des barres de Mychenzani. Pendant la journée, ils sont tous dans l'appartement du rez-de-chaussée. Et puis, au cours du temps, ils se déplacent entre les blocs. Il y a certains qui dorment chez la tante ou chez l'oncle pour avoir plus d'espace. Donc, ils se divisent ensuite. Mais il y a un lieu de réunion qui est un bloc qui a également cet espace extérieur où il y a une sorte de jardin maraîcher. Donc, ils ont déplacé cette architecture du cours traditionnel dans les blocs de Mychenzani. Et puis, les cours dans le tissu lui-même. Donc, la façon dont
dont les cours ont été ouverts pour accommoder une vie sociale et une vie culturelle, donne un dynamisme qui donne le cours Swahili la possibilité de mélanger les générations différentes. Donc il y a un sens d'hybridisation qu'on voit quand on regarde l'interface. Cette zone est un point de contact entre les deux tissus contrastés. Et c'est ici qu'on trouve des éléments extraordinaires qui peuvent profiter des deux morphologies. Donc il y a des activités économiques, le commerce de vélos, de réparation de vélos. En plus des unités résidentielles elles-mêmes, l'interface est aussi un lieu d'accumulation d'espaces différents. Donc il y a un environnement qui est toujours changeant avec des terrains de jeu à l'abri, il y a des parkings, des lieux de collecte des poubelles. Donc, les enfants suivent leurs loisirs dans les terrains de jeu, mais aussi dans les cours. Donc, il y a une sorte c'est un lieu de sociabilité, et puis on installe par exemple un espace pour les frigos. Quand on regarde de près, c'est pas un acte sans répétition. Et puis, à la tombée de la nuit, toute cette interface est transformée en espace de parking. Donc, ces endroits sont des lieux d'interaction semi-publique. Et ça, c'est des lieux de rassemblement dans la culture swahili. Après toutes ces illustrations, j'aimerais terminer avec des remarques concluantes. J'ai dit de Frumkorta à artefacts interlacés et une transition de perception. Donc l'intégration du projet Mackenzie dans le tissu construit. Les dalles socialistes, une sorte de déplacement dans la culture locale, ont été transformées en des lieux de vie par une transformation du cadre en béton. Donc, cette multitude de micro-histoires montre comment donc les multiples adaptations d'expression culturelle ont leur origine dans une grande tradition de famille entendue dans la culture du cours. Donc cette approche vernaculaire n'a aucun problème à faire les adaptations nécessaires à transformer ces cadres importés. Et ensuite, un aspect très important, c'est la transition. Donc, Ngambo semble être devenu une partie intégrée du centre de Zanzibar, la ville de Zanzibar. Et c'est devenu presque un lieu aussi crucial que Stone Town auparavant. Donc, à travers le temps, Ngambo a su s'accommoder d'une transition entre les cultures et les structures. Et de nos jours, Micenzani peut être vu comme un endroit où la vie urbaine se concentre et peut se transformer. Et tout ça, c'est révélé par les micro-histoires des habitants et qui illustre comment cet endroit s'est transformé d'un fragment déplacé et est devenu un lieu étranger, un espace personnel.